il y a tellement de bruit, tellement de perturbations, tellement d'incertitudes que je dirais qu'un des premiers éléments, c'est un peu ce côté, le cap, où est-ce qu'on a envie d'aller? J'ai compris que le premier élément, c'était comment déjà on arrive à faire en sorte que personne ne puisse ignorer le problème et les problèmes que ça va générer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Tech Rocks. Je suis Nicolas Silberman, je suis directeur de la Digital Factory chez BPI France et également cofondateur de Tech Rocks. Et je suis ravi aujourd'hui d'accueillir Anne-Claire Bachet, qui est Chief Data et AI Officer chez Miracle. Bonjour Anne-Claire. Bonjour à tous. Je te propose, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, écoute, de te présenter en quelques mots. Et ben, du coup, je m'appelle Anne-Claire, merci Nicolas de l'avoir introduit. Actuellement, je suis Chief Data and AI Officer chez Miracle, donc on rentrera peut-être un peu plus dans ce que ça veut dire et à la base, je suis une data scientist. Avant qu'on appelle ça des data scientists, c'était des data miners, hein, on imaginait avec des casques et des frontales aller miner la donnée et ça va faire, 20 ans que j'évolue dans la tech et plutôt dans la partie data et ensuite, j'ai évolué aussi autour de fonctions product. Et donc mon dada aujourd'hui, ça reste toujours, se trouver un peu ce sweet spot sur comment créer de la valeur avec la data et l'IA pour des utilisateurs, que ce soit en interne ou que ce soit les clients. Chief Data and AI Officer chez Miracle, c'est quoi comme type de mission pour trouver de la valeur? En fait, qu'est-ce que tu vas essayer de faire? Alors, déjà, j'ai rejoint, Miracle il y a 1 an parce qu'on a vraiment, Philippe Corot, notre cofondateur, qui a une vision très forte sur l'impact, de l'IA. Donc, si je le cite, pour lui, l'IA, c'est vraiment un changement de civilisation parce qu'on voit bien que profondément, ça change énormément de choses. On y reviendra peut-être après sur l'impact sur chacun et le travail. Et donc, en fait, il y a deux éléments. Il y a vraiment la partie impact de l'IA dans le produit Miracle. Où est-ce qu'on a des choses à revoir? Où est-ce qu'on peut créer de nouvelles fonctionnalités? Où est-ce qu'on peut ajouter de la valeur dans le produit pour mieux résoudre les problèmes de nos utilisateurs ou pour pouvoir, en résoudre de nouveaux? Donc ça, c'est vraiment une dimension et la deuxième dimension, c'est justement comment est-ce que ça peut nous aider en interne? Donc on a tout le volet de comment ça nous fait revoir nos workflows, quelles sont les nouvelles compétences dont on a besoin, et donc il y a c'est vraiment ces 2 dimensions-là, dans le rôle et puis, un peu après en socle, forcément en découle, comment on organise notre donnée, comment on structure notre plateforme, et tous ces sujets, qui sont, assez cachés, dont Bien on dévoile entendu. peu souvent. Alors, on reviendra sur l'IA un petit peu après parce que c'est un sujet qui est très d'actualité et important de partager ton expérience, là-dessus. Pour, parler un peu de ton parcours et ce qu'on aime bien un peu proposer, est-ce que tu as des moments, des rencontres ou des choses qui ont été des moments qui ont été clés pour toi dans tes choix professionnels? Tu parlerais peut-être de quelqu'un ou de quelque chose en particulier? Ouais, je pense que je parlerai de, quand cette question-là, tout de suite, j'ai vu une personne. Donc je vais peut-être partir de la personne et expliquer pourquoi ça a été un moment important dans mon parcours. J'ai eu cette première phase, en fait, de mon parcours très axée, data, experte, je suis passée plus après dans des rôles de lead, puis de manager et en fait, à un moment dans mon parcours, j'ai croisé Pierre Matuchet. Donc Pierre Matuchet, pour ceux qui le connaissent, pas, il a eu un passage chez, Thomas Cook, ça a été le co-founder de Milky, donc il a été assez précurseur sur la partie tech autour de tout ce qui était, réseaux sociaux et mobile à une époque et moi, je l'ai rencontré quand j'étais dans une filiale chez Voyage SNCF et que lui, c'était le patron de la tech et du marketing. À l'époque, que du marketing d'ailleurs et en fait, il a vu en moi, quelque chose et il m'a fait sortir de ma zone de confort en me proposant de mettre en place, des équipes, product, de manière, transverse chez Voyage SNCF. Alors que, j'avais, un background de data scientist, j'avais pas fait d'école de commerce, mais il a vu une chose, et d'ailleurs je lui ai demandé que 2 ans après, donc si en lui disant: «Mais pourquoi tu m'as proposé de prendre ce rôle? Parce que c'était quand même clé pour toi pour réussir. Qu'est-ce que tu as vu en moi qui t'a fait te dire, il faudrait te proposer ça?» Et en fait, il m'a dit: «J'ai vu que tu étais quelqu'un qui prenait les challenges et qui avait pas peur, et qui avait envie d'apprendre». Et donc à partir de ce moment-là, en fait, je savais que, si tu acceptais de prendre ce challenge-là, ça allait fonctionner. J'ai trouvé ça intéressant parce que souvent on se dit, alors, il paraît qu'on est encore plus biaisé en tant que femme là-dessus. J'ai pas toutes les compétences pour le rôle, donc même moi, j'irai pas forcément demander quand il y a cette réorganisation: «Je veux prendre ce rôle, je veux y aller». Donc on a parfois la chance, d'avoir des leaders qui voient des choses en nous et donc je trouve ça aussi très intéressant à repartager à l'audience en tant que tech leader.
Justement, comment on détecte, ces éléments-là dans les personnes? Peut-être qu'ils connaissent pas cette techno, peut-être qu'ils y connaissent rien à l'IA, mais en général, ce qu'on voit concrètement, tous les jours dans ce qu'ils font, c'est ils hésitent pas à y aller, ils ont super envie d'apprendre. Bon, il y a pas de raison qu'ils puissent pas prendre ce challenge-là. C'est une super transition, c'est une question que je voulais poser un tout petit peu après, mais je vais la poser tout de suite en disant, qu'est-ce qu'on attend d'un leader? Et donc du coup, pour toi, être une tech leader, c'est quoi en termes de qualité ou d'autres choses, de mindset, d'approche, de mode de fonctionnement, de rapport avec les autres, avec tes pairs, avec la communauté, tes collaborateurs? Qu'est-ce que pour toi, c'est quoi? Bah, je pense qu'il y a déjà une première dimension qui est d'être capable de donner une forme de vision, une forme de cap. Ce qui est d'autant plus, pour l'ensemble des équipes, mais aussi pour ses pairs, pour qu'en fait chacun se rende compte de où est-ce qu'on a envie d'aller, qu'est-ce que ça veut dire cette direction? Et c'est d'autant plus important je trouve, en ce moment, dans le sens où on a tellement d'évolutions, technologiques, on en parlait juste avant, c'est même plus toutes les semaines, c'est plus tous les jours, c'est presque toutes les heures sur l'IA. Peut-être même en ce moment. Voilà, et qu'en fait, il y a tellement de bruit, tellement de perturbations, tellement d'incertitudes que je dirais qu'un des premiers éléments, c'est un peu ce côté, le cap, où est-ce qu'on a envie d'aller? Expliciter aussi cette incertitude, être à l'aise avec ça et vraiment être accompagner les équipes dans cette, partie-là. Je dirais vision, parce que l'orientation, c'est un moment important, parce que les solutions peuvent changer tout le temps, les organisations peuvent changer, mais ce qu'on a toujours envie, c'est d'aller atteindre ce cap. Et la deuxième chose, c'est d'être vraiment là pour aider les équipes à améliorer au quotidien tout ce qu'ils font, comment ils font de la tech, leurs produits, et donc les engager à ce que eux-mêmes résolvent les problèmes et eux-mêmes au quotidien construisent ce chemin aussi vers cette vision-là. Et je dirais la troisième élément, c'est aider dans la prise de décision. Souvent les équipes, viennent avec des décisions, ont besoin parfois d'être confortées. Par moment, il y a des énormes trade-offs et donc c'est à la fois, je dirais, par moment en prendre, mais surtout aider les équipes à être très serein dans cette prise de décision avec beaucoup d'incertitudes. Hyper intéressant, merci. Pour terminer avec ton parcours et ensuite, on va rentrer un petit peu dans le fond du sujet du moment, autour de l'IA et dans ta position, dans nos positions un petit peu. Qu'est-ce que ça vient, apporter, à notre approche aujourd'hui, demain, après-demain sur notre orga, la stratégie, l'accompagnement des collaborateurs et tout un tas de questions intéressantes, je pense. En tout cas, on va voir ce que tu vas pouvoir apporter à la communauté. Déjà, il y a quand même eu, je pense, dans ton parcours, là, chez Miracle ou avant, des projets qui, pour toi, ont été les plus significatifs ou peut-être les plus intéressants que tu pourrais partager, à tous nos auditeurs? Alors je dirais le plus, enfin un des significatifs, pareil, qui me vient à l'esprit avant d'arriver là chez Miracle, c'est peut-être, ça a été chez Voyage SNCF quand je suis arrivée et que j'ai vu, l'envers du décor. Alors, je pour planter le décor justement, à l'époque, je parle comme mes enfants, heu, on était en 2013, je pense, à ce moment-là et en fait, j'avais rejoint en 2012, cette filiale chez Voyage SNCF et en fait, je me rendais compte à ce moment-là de pourquoi en 2012, quand il y avait des retards majeurs de train, on devait aller jusqu'à la gare pour se rendre compte que son train était annulé et supprimé. Pourquoi, quand on avait des billets congés annuels, qu'on voulait prendre, personne les prenait? Parce qu'en fait, il fallait aller les acheter dans des gares et des boutiques SNCF à l'époque où, on achetait déjà, beaucoup nos billets sur mobile et en fait, j'ai compris pourquoi, parce qu'il y avait 20 bases de données clients. Il n'y avait pas de référentiel client et quand tu arrives à l'échelle d'une boîte premier site e-commerce, hyper avancé, en maturité tech, en maturité produit et que tu regardes que behind the scene, tu arrives et il y a effectivement 20 bases de données clients, tu te dis: «Waouh, il y a un énorme truc à faire». Mais c'est le symptôme un peu, en fait, d'un problème qui fait qu'en fait, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle initiative, c'était plus simple d'aller créer une base client juste pour cet objectif-là, plutôt que d'avoir un référentiel client et chaque nouveau projet était pas forcément plus marginal, mais un petit peu et donc personne voulait s'embarquer cet énorme sujet-là et ce qui est drôle, c'est que les personnes qui, sont venues un peu, je dirais, avec leur bâton de pèlerin, c'était, les urbanistes et un archi, côté tech et ils sont arrivés, ils étaient là: «On cherche quelqu'un qui voit ce même problème que nous» et ça a été hyper intéressant parce que eux, ils le voyaient d'un point de vue technique. C'était un moment où il y avait des enjeux de refonte, hyper importants, côté tech et en fait, ils arrivaient à trouver à personne qui s'intéressait au problème. Et en fait, j'ai compris que le premier élément, c'était comment déjà on arrive à faire en sorte que personne ne puisse ignorer le problème et les problèmes que ça va générer. Et c'est fou que ce soit la tech qui vienne apporter ça, parce que souvent, en fait, ça c'est plutôt l'opposé, j'ai envie de dire, donc c'est génial. Ah ouais et donc ils étaient frustrés, ils disaient: «On comprend pas, pourquoi le marketing? Pourquoi la relation client?» Je dis: «Mais parce qu'en fait, le sujet, il est tellement transverse, il est super compliqué,
il va être coûteux. Donc en fait, si on fait ça dans le budget tech, il y a plein d'autres choses qu'on va pas faire et c'est compliqué. Donc en fait, je dirais que c'est aussi une partie du leadership qu'on peut avoir par moment, c'est l'amorçage. On voit souvent des problèmes et on a du mal à passer la barrière de s'aligner avec le reste de l'organisation. Je dirais que le tips que moi j'ai eu, c'est rendre le problème non ignorable. Regardez, on avait un base de données clients, ça nous coûte. À chaque nouveau projet, en fait, vous vous rendez pas compte, mais ça ralentit le time to market parce on se recrée des dépendances pour resynchroniser des données. Et en fait, vous le voyez pas, c'est transparent. Mais deuxième chose, qu'est-ce que ça veut dire pour les clients? Qu'est-ce que ça veut dire pour le personnel à bord? Première base, et j'avais repris une image basique de dire notre métier, pyramide de Maslow. Et en fait, c'est quelqu'un en marketing qui avait pris ce concept et en fait, je trouvais ça super pertinent. C'était effectivement la base, c'est savoir bien accompagner le client. Deuxième étape, c'est voilà, après, il y a proposer des services additionnels et après, il y a un moment, une expérience super personnalisée. Mais comme dans la pyramide de Maslow, la base, c'est je prends mon train, je sais quand il est là, s'il est en retard, on me le dit et en fait, c'est prédictible. Et il y avait d'autres conséquences, des voyageurs qui étaient verbalisés à bord parce qu'ils n'avaient pas leur carte de réduction. Pourquoi? Parce que c'était une autre base. Et donc et pourquoi il y avait des enveloppes papier? Bah, parce qu'en fait, la base des dossiers voyage, on s'appuyait pas sur l'affaire commerciale client, elle durait 90 jours et en fait, avec les délais de remboursement qu'il y avait avec tous les éléments papier, ça ne marchait pas. Et donc, on en arrivait à rebasculer ça, rendre le problème non ignorable, à le partager et à essayer de faire dans une période courte. On essaie globalement de se dire quelle valeur on veut et on a envie de créer. Qu'est-ce que ça veut dire aussi comme impact et de qui on a besoin, parce que ça amenait à changer des outils en relation client pour les chefs de bord, pour beaucoup de monde. Ça nous amenait à déployer Salesforce à plus de 1000 collaborateurs quand on a tiré la pelote des problèmes et des implications si on voulait bien le faire. Et en même temps, on a eu des énormes bénéfices qui est tout simplement de pouvoir prévenir automatiquement les gens quand les trains étaient en retard avant, ce qui fait que les grèves d'après étaient moins compliquées pour les clients. Et je dirais, la deuxième chose, c'était aussi d'arrêter ces enveloppes papier qui faisaient que une fois qu'on connaît le client, une fois qu'on connaît le retard, en fait, on peut créer automatiquement des codes de réduction auprès des clients qui sont totalement digitaux et qu'on peut ressaisir derrière en digital, qui fait qu'on évite le enveloppe papier, envoyer un courrier, délai de traitement, traitement manuel, renvoi d'un papier avec tous les coûts qui vont avec et derrière le fait qu'on rachète dans un canal physique parce qu'on a quelque chose de physique entre les mains. Voilà, donc je dirais que c'est cette partie-là et qui est pas du tout seule, hein, donc c'est pas mon succès, mais ça a été un moment, hyper intéressant. Ouais, c'est super intéressant parce que c'est pas, la tech pour la tech ou, juste comprendre des besoins qui ont été exprimés par un métier. C'est se recentrer sur, l'usage, l'expérience de l'utilisateur, du client et à partir de là, de dérouler la pelote. Je comprends que ce soit, vraiment passionnant parce que c'est revenir à c'est quoi notre mission essentielle et d'essayer d'entraîner la boîte, avec tout ça donc, excellent et je trouve que du coup, c'est une super transition parce que on va parler un peu de d'intelligence artificielle, d'IA, on en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je crois qu'on l'a fait, en tout cas de mon côté, j'imagine du tien, tu vas nous raconter, on la déroule à toutes les sauces, dès qu'on peut le mettre, c'est presque important et nécessaire. Après jusqu'où il faut aller et notamment quand on parle d'expérience utilisateur, du coup de quel type d'utilisateur on parle, maintenant? Il y a beaucoup de choses qu'on va peut-être un petit peu évoquer, ensemble. Si on commence aujourd'hui et depuis maintenant, 2 grosses années ou un peu plus que, les sujets, sur l'IA deviennent au cœur de pas mal de discussion, c'est quoi les principaux défis que tu peux rencontrer aujourd'hui? Alors ça peut être sur, des questions d'organisation, de positionnement ou de développement, de mise en œuvre. Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui autour de l'IA? Il y en a déjà plusieurs. Si je devais qualifier la période, j'ai commencé moi il y a 20 ans, donc j'ai commencé, c'était l'hiver de l'IA et donc je suis super contente parce qu'on est en plein printemps et en fait, je trouve ça passionnant parce que, voilà, ça change totalement l'impact de ce qu'on a. Donc je pense déjà le premier changement, c'est oui, il y a des changements dans l'IA, dans les modèles et je pense que l'énorme changement, c'est qu'en fait, maintenant, l'IA, elle est dans les mains de tout le monde. Ça peut être notre grand-père, notre cousin, notre collègue, en tant que tech leader ou n'importe qui. Donc déjà, ça, c'est le premier énorme, changement. Je dirais le défi, peut-être pour commencer par, l'interne, je dirais que le premier défi, c'est d'amener en fait chaque, collaborateur à utiliser l'IA et aujourd'hui la dynamique qu'on crée, c'est à se créer ses propres agents. Alors ça, c'est on va dire, c'est une solution, quel problème on résout? En fait, je pense qu'à un moment, ce qu'on doit, aux personnes, c'est, de les faire monter en compétences et de leur donner les enablers technologiques pour qu'ils aient la main pour résoudre avec l'IA leurs propres problèmes et pouvoir le réinventer. Ils ont l'expertise. Ce qui leur manque, c'est, je dirais, le mindset, peut-être produit pour pouvoir s'attaquer à des résolutions de problèmes.
et les technologies et un tout petit peu, je pense, de skills sur l'IA. Et donc le premier défi, je pense que ça a été celui-là. Il y a en janvier 2024, on était déjà plutôt pas mal parce qu'on avait 50 des collaborateurs, chez Miracle, on s'appelle les Miracle Workers, qui utilisaient l'IA générative. Très tôt, en fait, on a choisi de déployer, ChatGPT Entreprise pour tout le monde, pour que ce soit un non-sujet, pour que ça sécurise aussi, les données, qu'on pouvait saisir dans la plateforme, qu'on donne un cadre, en sécurité et au bout d'un moment, ça fait partie de notre rôle. On équipe les personnes pour qu'elles puissent faire. Et après, on essaye de comprendre et d'encourager le fait que les gens fassent des démos, qui montrent quel type de problème ils résolvent. Et donc, dans tous les meetings entreprises, que ce soit les keynote all company, que ce soit des meetings avec des execs, on encourage chacun dans les meetings d'équipe, c'est faire des démos, voilà, et encourager une personne à faire une démo de ce qu'elle a pu faire, du problème, de ce qu'elle a appris, et surtout aussi de montrer le chemin qu'elle a eu pour résoudre ce problème-là. Donc ça, d'un côté, je dirais que c'est en interne, donner les outils, donner les compétences et l'animer parce que ça fera une référence après pour la fin dans les livres. Mais en fait, on a la même chose que ce qu'on a en produit. J'espère que je vais bien le prononcer le titre du livre. C'est un livre de Geoffrey Moore, je crois. Crossing the normalement, je pense que ça dit The Chasm, chasme, le gouffre. Ouais. Et en fait, c'est vraiment cette théorie que tout le monde connaît en fait, assez basiquement sur, il y a les innovateurs, donc il y a ceux tout de suite qui vont voir tout ce qui se passe autour de l'IA, qui vont faire des super trucs. Après, on a vraiment les early adopters, donc les innovateurs, c'est ceux qui font la queue pour s'acheter l'iPhone la veille, quoi. Les early adopters, ceux qui vont, changer d'iPhone le premier mois. Et puis après, il y a vraiment le gouffre avec la early majority dans l'entreprise, c'est-à-dire la plupart des personnes qui savent pas vraiment et qui ont besoin de petits coups de pouce pour pouvoir, démarrer, que de leur montrer que c'est pas si compliqué et de pouvoir penser à un problème analogue quand ils vont voir les démos des autres. Puis après, il y a la late majority, puis ceux qui sont contre. Mais comment on amène en fait en entreprise cette courbe-là, je suis en train de parler avec mes mains, désolée dans le podcast, à vraiment bouger pour faire en sorte qu'on ait une majorité qui soit en train d'utiliser. Et là, la deuxième vague qu'on prend, c'est qu'on se reprend cette courbe qui a une forme de un peu de loi normale, pour la déformer et faire en sorte que chacun puisse revoir son workflow individuel, revoir commencer à s'attaquer au workflow de son équipe avec des outils pour du coup changer les choses. Donc on essaie moi c'est ça cette approche-là que j'essaye d'avoir en interne et c'est cool parce qu'aujourd'hui on a plus de 90% des personnes qui utilisent. On le monitor parce qu'on a déployé Dust récemment. On est passé de ChatGPT entreprise à Dust pour vraiment avoir ce côté la valeur et la différenciation viendra de notre capacité à intégrer du contexte et le knowledge interne et créer des niveaux d'assistants et après créer des niveaux d'agents avec des workflows. Et donc ça, on a déployé Dust à toute l'entreprise. Et là, maintenant, on a 30% aussi des Miracle Workers qui ont déjà créé au moins un assistant, soit individuel, soit pour l'entreprise. Et parfois, vraiment des workflows enchaînant ça aujourd'hui avec du Make, par exemple. Donc ça, c'est une partie. Je dirais qu'après la deuxième, c'est, et donc ça attire plein de choses après parce qu'on les amène à commencer par ça. Puis là, on voit émerger les use cases où en fait, ils ne peuvent pas résoudre ou ils peuvent pas aller au next level, avec ce type d'outil-là. Et si c'est game changer, comment est-ce on va aller s'attaquer en équipe plutôt mixte pour le résoudre? Par exemple, là, on a un sujet en tech, justement, comment on va créer des agents, sur des tâches vraiment spécifiques de software engineering. On l'a vu parce qu'on a envie d'aller un tout petit peu plus loin, que utiliser, juste du curseur et qu'on se rend compte que c'est des tâches répétitives qu'on fait souvent et donc là, on peut créer des systèmes de plusieurs agents et on va se mettre ensemble, équipe software et des personnes côté IA pour avancer dessus. Ça vient vraiment rendre concret le principe qu'on entend pas mal, qui est de dire que, on devient des managers d'agents d'une certaine façon et en fait, là, tu es en train de le démontrer concrètement sur, OK, ta cursor, tu as ton IDE qui est évidemment, AI powered mais qui, va pas forcément tout faire et l'étape d'après ou même en parallèle d'ailleurs, c'est aussi ça. Tu racontes vraiment par rapport à ton cadre pro, enfin tes équipes. Moi, j'ai 2 sujets en fait qui concernent un peu le marché du travail et j'ai envie de dire, comment tu vois du coup l'évolution de nos métiers au sens large déjà? Et l'autre question, j'ai envie de dire presque plutôt, interne qu'on va aussi pas mal se poser, c'est tout cette évolution de comment tu fais pour la montée en compétences quand tu es junior, que tu arrives, mais peut-être même lié à la façon de former aussi. Est-ce que c'est nécessaire maintenant d'apprendre à développer ou est-ce qu'il faut juste qu'on fasse de l'algorithmie ou des choses comme ça? Enfin, comment tu vois un peu les choses des 2 sens? Alors, j'ai lu un article récemment qui était assez intéressant là-dessus. Je pense qu'on mettra peut-être le lien si on peut, le Ouais, mettre en avec commentaire du plaisir. podcast.
C'est une personne qui a un parti pris effectivement, là-dessus, mais que je trouve qu'il reflète bien cette tendance, sur le marché du travail. Il y a 2 choses un peu différentes. Il y a des personnes, les product managers, les équipes data, les équipes design, les software engineers. Ça change complètement notre expertise parce que ça change notre vraiment très profondément ce qu'on construit. On va plus forcément, développer du code, mais on va développer du front, du back, hein, pour être un peu caricatural. On va développer des agents, donc la nature même de ce qu'on va faire va changer et notre compétence et notre expertise profonde, elle va changer. Que je vais peut-être différencier à aujourd'hui d'autres personnes, c'est comment je vais faire mon travail et je vais essayer d'aller faire l'extra mile, revoir mon workflow en utilisant l'IA. Je pense qu'on n'a pas, selon les rôles qu'on a dans l'entreprise, c'est pas exactement la même chose. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit de plus en plus aller vers le fait que en tech, on va aller en partie créer des agents et probablement les UI vont être un peu moins importantes. Enfin, c'est à débattre parce que l'UI va être très importante dans le sens à comment j'interagis avec l'IA. Si ça tourne en black box, ça ne va pas aller. Si ça va mettre du temps à processer, ce qui peut être normal, hein, plus on va aller, plus on peut aller vers on le voit avec les modèles de reasoning et du O3, mais qu'est-ce qu'on dit à l'utilisateur? Comment on notifie l'utilisateur pendant que ça va être terminé? Mais on voit aussi que profondément, on va construire behind the scene des logiques agentiques qui, pour moi, les agents, ça ne doit pas être que, et ce n'est pas que aux équipes AI de les créer. Et c'est là où je pense qu'on va avoir un peu une évolution entre je suis un software engineer et en fait, je vais commencer à aller plus créer des agents, créer au-delà juste un système de RAG, je vais créer des systèmes agentiques core dans le produit. Je suis un data scientist, je vais peut-être plus aller, sur des approches où en fait, on va avoir besoin d'aller fine tuner, beaucoup plus, spécialiser, avoir des architectures IA plus complexes. En tout cas, c'est ce qu'on voit chez Miracle et donc on voit forcément émerger des rôles de gens qui sont un peu plus IA engineer, mais je pense qu'ils vont venir des 2 mondes. C'est à la fois, aujourd'hui, c'est je suis software engineer, je suis passionnée, je me suis un peu formée moi-même et nous, on leur donne quelques ressources pour mieux comprendre le deep learning, différentes choses, les tokens, pour vraiment comprendre les notions derrière, pour comprendre de qu'est-ce que fait la machine quelque part. Et en même temps, on voit des gens qui étaient data scientists, mais plus intéressés par le côté software et application que le côté modèle, ou ce qu'on appelle aujourd'hui des ML engineers converger vers ça. Et effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'à un moment, notre quotidien à tous, ça va être d'arriver, on a nos propres agents qui vont faire des tâches pour nous et d'avoir à manager ces tâches qu'on a déléguées à des agents, comme on pourrait avoir à manager des tâches qu'on a déléguées à d'autres humains, à d'autres personnes. Et ça va vraiment changer, je pense, le rapport du temps qu'on va passer entre je réfléchis à l'orientation, je regarde mes agents, j'utilise les outputs des agents, comment ils interagissent avec qui. Et les agents cross-équipe, ça va être drôle, je pense. C'est clair. J'avais pas pensé à ça, c'est vrai que c'est super intéressant à voir. Et on est en train de réfléchir vraiment à ça. Junior, en fait, qu'est-ce qu'on attend de moi? Bah, que j'utilise, par exemple, les agents dans l'entreprise, que je me commence à me créer mes agents individuels. Je suis plus senior, que je commence à réfléchir comment je peux faire mon boulot ou comment on peut le faire dans mon équipe différemment et construire des agents au niveau de mon équipe et qui m'amènent à travailler du leadership pour avoir d'autres utilisateurs au-delà de moi. Et puis, je suis manager. Là, je vais commencer à aller m'intéresser vraiment au workflow sur l'ensemble de mes équipes. Qu'est-ce que ça change dans les rôles, dans les métiers, dans mon équipe et un peu du inter-équipe. Puis quand je suis un peu plus leader, bah, mon rôle, c'est de travailler une vision. C'est-à-dire quoi être software engineer dans 2 ans? C'est quoi les paris? Comment j'engage l'apprentissage? Qu'est-ce qui empêche d'avancer? Quand on parle d'IA, évidemment, on parle de data à la base, de la qualité de la donnée, de d'où elle provient, ce qu'on en fait, comment on l'entraîne et cetera et cetera. Ce que je trouve intéressant dans ce moment, c'est que la data a toujours été importante, mais plus ou moins importante suivant le business et parfois c'est importante parce que c'est une question réglementaire, le RGPD et cetera. Parfois, c'est le cœur du business que de réussir à valoriser la data que tu as sur tes clients ou sur, quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est presque devenu une nécessité pour tous, en fait et ce qui est, je trouve, du coup, une étape, assez dingue et pourtant nécessaire, donc c'est génial. Il y a besoin de beaucoup d'informations, beaucoup de data et il y a beaucoup de questions, de souveraineté, beaucoup de questions évidemment de confidentialité, de tout ce qui tourne autour de tout ça. Comment, chez Miracle, est-ce que vous abordez ces sujets-là? Comment on l'aborde? Déjà, ça a été nous, on s'est plutôt focalisé. Donc toujours pareil, interne dans le produit, là je repasse dans le produit. On sait plutôt que d'en mettre vraiment partout, partout de l'IA générative dans notre produit, ce qui pouvait être une tentation, on en met partout pour simplifier plein d'étapes pour l'utilisateur et puis on garde pas trop les données, utilisées. On a plutôt eu l'approche d'abord de prendre ce qui était le corps de notre product, le regarder,
enfin et se dire comme si on était une boîte IA générative aujourd'hui, comment on referait cette partie-là du produit? Et du coup, quand on le regarde, bah, en fait, c'est tout ce qui est onboarding de catalogue produit. Je suis un seller, j'ai un format de catalogue produit, je veux pouvoir commencer à vendre mes produits sur Decathlon, sur Leroy Merlin, sur Castorama et en fait, la structure de leur me du catalogue back n'est pas le même et en fait, la taxonomie non plus et comment ça on peut l'automatiser et quelque part powerer cette tâche le plus possible en se rapprochant du 90-100 pour l'utilisateur. Parce qu'on avait vu qu'avec les approches avant, on avait réduit ce lead time et l'effort à produire par l'utilisateur, mais on avait réduit le lead time de 30 et on se disait: «Là, en fait, la différence, c'est qu'avec l'IA générative, je peux être beaucoup plus, drastique». Donc on a commencé par une zone où il y avait pas de données personnelles. Donc on a essayé de trouver un peu ce trade-off entre le sujet qui est haute valeur dans l'entreprise aujourd'hui, qu'on pourrait reprendre différemment avec l'IA générative parce qu'on se trompe pas, c'est le corps de notre produit, c'est là où il y a énormément de valeur et donc est-ce qu'on peut créer un énorme gap de performance avec l'IA générative? On se focus d'abord là-dessus, c'est peut-être plus compliqué, mais on va y aller et on va monter dans la complexité étape par étape et puis après on va aller sur d'autres use cases, mais à chaque fois en regardant est-ce qu'il y a déjà des données personnelles, pas de données personnelles et une fois qu'on s'enlève cette partie-là, données personnelles, on raisonne différemment. C'est un peu notre façon de procéder, c'est d'être plutôt très pragmatique, haute valeur. Est-ce que je crée un gap avec de l'IA générative et derrière on le fait. Pour l'instant, on a, le sujet qu'on a dans le produit, on a des données personnelles. C'est encore des algorithmes de NLP hostés chez nous. Voilà et ce qu'on notre approche, ça va être plutôt de dire s'il y a pas de données personnelles, on va plutôt fonctionner en toujours en prenant on a changé d'ailleurs. Avant, on disait le modèle avec la plus haute performance. Maintenant, on se dit le modèle européen, de base. On démarre toujours avec, Mistral et après on itère avec d'autres modèles et dès qu'il y a des données personnelles, on va plutôt privilégier des modèles, open source, qu'on va, concrètement aller hoster parce qu'en fait, c'est aussi un des engagements auprès de nos clients. Et à ton avis, pour terminer sur l'IA, les grandes tendances selon toi, alors généralement, on va dire sur les années à venir, j'ai plutôt envie de dire presque sur les trimestres à venir, tellement ça va vite, mais il n'empêche qu'il y a des enjeux que, toutes les boîtes doivent, comprendre et essayer d'appréhender correctement, tu dirais quoi toi? Je dirais qu'il y a un énorme enjeu, sur la partie, design et IA. Ça crée de nouveaux design patterns, pour être un peu dans le vocabulaire, mais en fait, un produit d'IA ne marchera que s'il crée de la valeur pour l'utilisateur et il y a des éléments fondamentaux. Un, je suis capable de le tester, surtout en B2B, parce qu'en fait, c'est une feature non déterministe. J'ai besoin de comprendre ce que ça fait, j'ai besoin de voir la valeur. Et donc du coup, comment on arrive à avoir ces trial periods le plus facile pour les clients et le plus scalable et ça crée aussi des énormes enjeux dans l'interaction. On entendait beaucoup au début: «Oui, cette solution, c'est juste un wrapper, parce que, c'est un front avec un modèle derrière». Ouais, enfin, la bonne expérience, on le voit avec, Cursor, c'est game changer parce qu'on voit ce qui se passe, on peut itérer sur le résultat et donc en fait, il y a tous ces sujets-là, casser le côté black box et permettre vraiment, en ligne, c'est, la séparation homme-machine. C'est comment on va permettre vraiment à l'utilisateur d'interagir avec la machine pour qu'elle produise ce qu'il va attendre en résultat. Donc j'ai un design et IA, donc si vos data scientists ou vos IA engineers, peu importe comment vous les appelez, ne collaborent pas avec les designers, vous avez sûrement un gros problème ou vous avez aussi une énorme opportunité. Donc il y a un enjeu là, je dirais de collaboration, parce qu'un designer, même s'il s'y intéresse, enfin toute l'itération qu'il y aura entre ces 2 personnes-là, ça va créer un énorme sujet. Donc c'est une façon concrète, c'est regarder qui parle avec qui, entre design et IA, chez vous concrètement aujourd'hui. La deuxième chose, c'est l'évaluation des modèles. C'est un peu notre gros fail du moment. On était parti sur une façon d'évaluer, sur notre catalogue Transformer et on se rend compte qu'en fait, on regardait pas la bonne chose. Donc ces questions d'orientation, on n'était pas en train de bien regarder ce que ça voulait dire, la valeur pour le client et le succès pour le client. On était en train de se dire, «Bah, tiens, en fait, ça va faire moins d'erreurs que ce que l'humain fait aujourd'hui avec notre système assisté avec de l'IA et des algos de NLP et ça va aller plus vite» et on a oublié, toi Nicolas qui est dans ligne, l'élément fondamental, la qualité. Absolument. Et donc en fait, ça nous a ramené à nous dire, en fait, c'est quoi la qualité? Qu'est-ce que la une tâche bien faite pour l'utilisateur? Waouh! C'est ni l'accuracy du modèle, bon ça on s'en était déjà détaché, ce qui est normalement la métrique de succès d'un data scientist, ni ça va plus vite, ni ça fait mieux, puisque de toute façon il l'a pas fait avec l'autre méthode. Super content de savoir que ça fait 50 de moins d'erreurs et que ça remplit plus de champs. On est sur du volume et une comparaison par rapport à un truc qui est pas rationnel pour l'utilisateur. Comment il va pouvoir évaluer que la tâche est bien? Le regarder, donc revoir, toujours ça revient à l'UX
mais comment il peut comprendre pourquoi on a mis cette valeur-là et qu'est-ce qu'il va attendre et ça, on commence, nous, à se rendre compte qu'il y a des contextes différents. Je suis une grande marque, je vais pas attendre la même chose qu'un petit, reseller. Je suis un e-commerçant, je vais peut-être pas attendre la même chose qu'un seller, je vais peut-être pas considérer que la tâche est faite de la même manière. Je pense qu'il y a un énorme champ, là-dessus. Si c'est cryptique un peu pour vous, juste faites un test, avec deux trois personnes. Vous mettez d'accord, par exemple, sur une génération d'images pour un objectif et vous vous rendrez compte que vous allez atterrir avec 3 résultats différemment, juste voilà. Donc en fait, moi, mon apprentissage là, dû un peu à ce fail sur, l'évaluation, c'est: «Ah mince, en fait, on dit que les modèles sont non déterministes, mais l'évaluation et la valeur est non déterministe. Comment on évalue quelque chose de non déterministe?» Et le piège pour certains aussi, en ce moment, c'est la réponse n'est pas que, d'avoir du LLM as a judge, et de l'IA pour évaluer le résultat et la réponse n'est pas qu'avec les pouces, ce serait trop simple. Donc voilà et donc nous, ce qu'on fait vraiment, c'est une approche, IA, essayer un peu d'itérer, prendre en compte les feedbacks des utilisateurs, mais même derrière pour pouvoir réentraîner, nos modèles et en fait, c'est aussi mettre de l'humain, évaluer et se faire des tâches nous-mêmes de réévaluer, réannoter des C'est résultats. la question que j'allais te poser. Nous, on mesure le nombre de corrections qu'un humain fait sur des contenus générés. Peut-être que vous, en termes de KPI, il y a des sujets comme ça que vous suivez justement pour essayer d'améliorer vos approches? Ouais, il y a ça et il y a aussi se dire que parfois, il y a profondément des valeurs qui sont ambiguës et donc il y a des choses où, il y a pas une réponse valide ou invalide. Il y a une espèce de zone du milieu qui est ambiguë et comment on évalue cette ambiguïté, comment on la gère. Pour prendre un exemple basique et l'exemple que j'arrête pas de répéter en interne, mais je suis un seller, j'ai un produit, il est violet, je veux m'onboarder sur un site e-commerce, il y a que 2 couleurs, ceux qu'on va retrouver dans les facettes du moteur de search, c'est le bleu, le rouge. C'est ambigu par nature. Donc c'est pas grave, mais il faut savoir aussi le gérer. Donc c'est pas incorrect bleu, c'est pas incorrect rouge. Les 2 sont possibles. Techniquement, ça va être compliqué de gérer 2 ou 3 champs de valeurs possibles, mais voilà. Donc l'évaluation, donc je dirais voilà, l'interface, l'évaluation et puis après, je dirais moi c'est le troisième. C'est pas trop un truc de prospective, mais je pense qu'une question qui va beaucoup se poser, ce n'est pas que de la compliance, c'est comment on construit des systèmes, ça a toujours été vrai, mais très flexibles à ces technologies-là. Ça peut évoluer tous les jours, donc nous, on prend le parti d'être très agnostique des modèles et de se mettre dans une logique où, bah, s'il y a un nouveau modèle qui sort, qu'on pense que c'est mieux, comment on crée les conditions pour qu'on le teste rapidement et qu'on redéploie et qu'on fasse l'évaluation, qu'on fasse toute la non-règle du modèle super rapidement et on devrait être capable de le faire en 2 jours. Donc je dirais la flexibilité, intellectuelle et Passionnant, j'espère que pour vous aussi qui nous écoutez, c'est tout aussi intéressant pour vous. Alors souvent, mais là tu viens de raconter un fail, donc tu as peut-être, ou une réussite, que tu aimerais bien nous partager, en plus de ce fail-là ou l'autre projet passionnant aussi chez, Voyages SNCF ou alors peut-être une anecdote que tu voudrais partager à tous ceux qui nous écoutent, toute la communauté TechRox? bah, mon fail, c'est, voilà, m'être trompée sur l'évaluation du modèle et je me suis rendu compte que si moi-même, j'avais, et c'est le classique, hein, plus utilisé le produit et plus régulièrement, fait moi-même, la tâche, je me serais peut-être probablement rendu compte plus vite. Après, c'est fine, on crée de la valeur et on a des produits qui marchent parce qu'on a eu des fails. On a appris et on avance, donc très bien. Et je dirais non, l'anecdote, bah, j'en ai une chez Voyages SNCF à un moment, vous l'avez toujours dans les mains. Si vous en fait, on était vraiment partis à dire, le sujet, c'est le mobile. Quand on voyage, on a un mobile. Comment un utilisateur va avoir l'information de son e-billet? Alors c'est très bien, vous pouvez utiliser mince, je me rappelle plus comment ça s'appelle, quand on store les billets, sur Wallet? le wallet, c'est ça. Ou, va aller regarder le code barre, c'est super et en fait, on se rend compte que non, il y a des gens qui sont rassurés par le papier, s'il y a plus de batterie, ce genre de choses. Et en fait, les gens continuaient à imprimer des billets. On se dit: «Mais comment c'est possible?» Et en fait, on a été observer le moment où il y a eu les portes d'embarquement TGV qui ont été déployées dans les gares et on a été regarder les utilisateurs, avec l'équipe produit et puis, 2 designers de l'équipe et en fait, un truc qui nous a parce qu'on voulait regarder concrètement, si on regarde le flux, c'est génial, on voit tous les Aller chiffres sur le terrain, d'affaires moi je ne peux que valider ça. Gemba, GoNC, en ligne, on a regardé ce qui se passait dans cet attroupement de personnes et comment ils passaient ces portes, parce qu'on avait quand même créé un problème avec les portes d'embarquement. Et en fait, on s'est rendu compte que le problème, c'était pas ni papier ni téléphone, c'était le temps que les gens passaient à déplier leurs feuilles A4. Et on a fait: «Ah waouh!» Et là, en fait, ça a été presque le plus gros hack ou anecdote, c'est que finalement, on s'est reposé avec la designer, on a dit et moi je vais réaliser, je dis: «Mais en fait, on peut changer ça. Ah, on a des devs là-dessus, super. Bah, je crois qu'en un mois,
et en plus, on était au moment du fameux rebranding de Inouï. En fait, on l'a refait, on a dit: «Bah, c'est en 4 parties, quoi». Le papier se plie, donc d'un côté, j'ai les infos de mon billet, de l'autre côté, j'ai le code barre. Quand je monte le code barre, j'ai besoin d'avoir ma place parce que je vais continuer mon flux et je vais me dire: «Je vais voiture», voilà, et en fait, ça a été le plus gros acte. Ça, c'est rien en développement, ça fait plaisir parce qu'on a fait le rebranding en même temps, et en fait, on l'aurait jamais compris et on n'aurait jamais été aussi vite si on n'avait pas allé voir. Excellent, excellent, c'est génial. Le temps passe hyper vite. Merci beaucoup pour cet échange. Ce que je te propose, en guise de conclusion, c 2 choses. Déjà, est-ce que tu as, alors tu nous as parlé déjà d'un livre que tu voulais partager, je te propose qu'on en reparle un tout petit peu, là ou peut-être un podcast, des outils, des quelque chose que tu voudrais partager ou plusieurs choses que tu voudrais partager et recommander à toute la communauté? Mais je vais plutôt me focaliser sur, les livres. Je dirais qu'il y a 3 livres. Donc, celui que je citais de Geoffrey Moore, Crossing the Chasm, normalement, je pense que ça se prononce comme ça, vous me direz sinon. Le deuxième, bah, c'est l'Intech Manifesto. Je pense que tu connais, tu Absolument. bien. Je trouve que ça aide à reprendre ces concepts de résolution de problèmes, comment on engage les équipes dans la résolution de problèmes, le GoNC, que j'évoquais. Donc, l'Intech Manifesto, qui a été écrit par les 2 cofondateurs de Théodo. Fabrice Bernard et Benoît-Charles Lavozel. Tout à fait, et pourquoi pas faire des book clubs? Je sais aussi que dans la communauté tech que c'est un truc qu'on encourage, mais de le lire et de faire un book, pas hésiter à faire un book Il y a club eu un dessus. book club sur le Lean Manifesto. En revanche, sur ton premier bouquin, ça pourrait être super intéressant, je pense. On pourrait le proposer. Ouais, parce qu'on l'a aussi pour la première fois aussi, je pense, dans nos équipes. On a certains développeurs qui nous push back, qui sont passés aux conférences, on a comment on leverage, désolée, je fais du franglais, Jean-Claude Van Damme, mais comment on comment on utilise aussi ceux qui sont innovators et comme pour qu'ils soient pas frustrés. Donc ce bouquin est top pour ça, et je dirais le troisième, c'est un assez différent, il s'appelle, Persuasion, de Robert Cialdini. Il y en a beaucoup qui doivent connaître Influence et manipulation, qui est un livre très utilisé par tous les marketeurs du monde entier, sachant que Robert Cialdini, en fait, c'est un pro de la négociation. Il a écrit au début ce livre, donc le livre Influence et manipulation à destination de tout un chacun pour éviter qu'on se fasse manipuler par les marketeurs. Et donc, c'est les marketeurs qui ont le plus utilisé son livre. Et Persuasion, c'est son deuxième. Il est très intéressant pour il explique tous les éléments qui font comment on va mettre l'utilisateur déjà en condition, de pouvoir prendre une décision. Comment on va pouvoir mettre aussi d'autres personnes, en condition. Donc Persuasion, c'est comment on crée les éléments ou les facteurs ou le contexte qui font qu'avancer va être beaucoup plus simple, prendre une décision va être beaucoup plus simple, ou que l'utilisateur va pouvoir aller dans la voie qui nous va bien. Je spoile pas les exemples du livre, mais il y a des exemples assez concrets. Même si ce livre date un peu, ça marche toujours. Excellent, merci beaucoup. Et pour terminer, est-ce que tu as une actu à nous partager, à partager à la communauté, peut-être produit de toi, de conférents, de quoi que ce soit? J'en ai une qui arrivera bientôt si je tiens mon timing, en novembre. C'est que je suis en train d'écrire un livre, avec, Johan Benoît aussi, et en fait, on est en train d'écrire un livre justement comment on craft, des produits d'IA, pour que ça ait de l'impact pour les utilisateurs, et on s'inspire, beaucoup de l'approche, Lean et de l'approche aussi autour. Eh ben, hâte de le découvrir, hâte de le lire. Merci, beaucoup, Anne-Claire, d'avoir participé à ce podcast, Tech Rocks. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, on espère, fortement que ça vous a intéressé, inspiré, plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à nous faire vos retours. Bah, écoute, je te dis, à très bientôt, Anne-Claire. Merci énormément. Merci à tous. Au revoir.